Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français qui vous permet de suivre l'actualité des Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube et échanger avec nous et nous poser toutes vos questions. D'ailleurs, cette semaine, on a compilé toutes les questions que vous nous avez envoyées récemment et puis on va essayer d'y répondre. Et puis on va essayer aussi de débriefer ce match incroyable qu'il y a eu hier soir entre Golden State et Dallas. Un match offensif. Si on aime l'attaque en NBA, on a apprécié ce match. Je crois que c'est le cas de Quentin. Salut Quentin. Salut Barn, salut tout le monde. Ouais, c'était un premier cadeau de Noël en avance à ce genre de match. C'est vraiment des pures régalades, des matchs comme on les aime. Et en plus, le premier face à Golden State avait déjà été très beau, mais l'issue pas superbe. Là, voilà, c'est parfait. C'est un match encore plus beau. Et cette fois, l'issue, elle penche de notre côté. Donc, que demander de plus? Et je suis avec Nico aussi. Salut Nico. Salut Baron, salut Quentin, salut tout le monde. Ravi de vous retrouver. Écoute, ça va très bien de mon côté, puisqu'effectivement, comment est-ce que ça peut pas de bien aller après un match magistral comme hier soir, avec un score de All-Star Game. Donc très bien, très bien. Quelle belle victoire. Alors on enregistre cette émission le 16 décembre, pas le 12, le 16 décembre. Et on va, comme je le disais en intro, on va essayer de répondre dans cette émission à pas mal de questions que vous nous avez posées. Ça nous a fait d'ailleurs super plaisir de recevoir toutes ces questions. Et puis nous, ça nous amuse de débattre. Il y en a pas mal des questions qui vont être intéressantes. Mais avant ça, on va passer un peu de temps sur ce match d'hier soir. C'était Dallas qui s'est déplacé encore une fois sur le parquet de Golden State. Je rappelle que la dernière fois, ils ont perdu dans le clutch. Mais cette fois-ci, une belle victoire, 144-134. Beaucoup de points marqués. Si on aime l'attaque, on a aimé ce match. Allez, je commence avec toi, Quentin. Tes impressions sur ce match, comment tu l'as vécu? C'est le genre de match, comment dire, où dès le début, tu savais que tu allais avoir affaire à un classique parce que vraiment, ça allait très fort, très très vite. Je sais plus à combien à la mi-temps ils sont, 16 ou 17 3 points les Warriors. Enfin, bref, ils étaient clairement sur les bases du record. Et c'est pas, il y a des matchs où vraiment tu trouves que la défense, elle est affreuse, elle est abominable. Là, c'est sûr que c'était pas un match pour les fans de défense, mais de manière générale, c'était surtout un match où la réussite était folle, où les attaques étaient très très bonnes, les joueurs étaient vraiment adroits, et pas non plus une défense absolument atroce. Donc c'est le genre de match qui fait très plaisir, puisqu'on voit que très vite le score il peut changer. À un moment, on s'est retrouvé avec presque 20 points d'avance, et en fait, tac, en un rien de temps, il y a un run de 11-0 des Warriors, et ils reviennent à une, à deux possessions. Donc ça fait un match qui était serré quasiment jusqu'au bout, je dirais jusqu'à la dernière minute. Personnellement, j'étais pas serein, mais je préfère toujours être devant au score que derrière. Et puis, de notre côté, on a eu un nouveau match de MVP, mais surtout genre un vrai match référence, comme Luka Doncic a su faire dans le passé, qui nous a produit quoi. Le genre de ligne de stats qui nous fait dire que c'est effectivement l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Donc oui, vraiment super match jusqu'au bout, un grand spectacle. Et puis ça fait plaisir de voir nos joueurs être heureux, notamment Klay Thompson. On a vu que ça lui tenait à cœur et j'ai vraiment adoré le voir heureux comme ça. Donc ouais, de bout en bout, c'était un grand kiff pour moi et je pense pour tous les fans, et notamment ceux qui se sont levés de ce côté de l'Atlantique. Ouais, c'était un match important quand même. C'était au classement, ça a permis aux Mavs de créer une petite distance avec les Warriors qui étaient juste derrière eux au classement. C'était aussi la revanche de la dernière fois. Je pense que les Mavs avaient vraiment envie de gagner cette fois-ci. Et puis c'était aussi pour Klay Thompson. Alors on l'a vu à la fin, il était très ému, hein, très ému en gros d'avoir fait le meilleur match de sa saison. Ouais. Et puis même au classement, pas que sur les Warriors, on a vraiment créé un écart. Vous irez voir le classement. C'est assez rare qu'à ce stade-là de la saison, il y ait des groupes comme ça qui soient formés. On a vraiment, allez, OKC qui est tout seul devant. Et derrière, un groupe de 3, Memphis, Rockets, Mavs. Donc bon, qui aurait prédit ce groupe de 3 si ce n'est Dallas au début de saison. Et derrière, il y a un vrai écart. Un vrai écart. Et ensuite,
toutes les équipes qui sont dans un mouchoir de poche. Denver, Phoenix, Warriors, Wolves, Clippers, Lakers, Spurs, Kings. Vous vous rendez compte la liste de malades. Ils sont tous vraiment dans un mouchoir de poche. Donc c'est déjà cool qu'on ait réussi à créer cette petite distance. On a notre petit peloton de tête avec Grizz et Rockets. Et on est bien positionné pour nos aspirations, hein, celles dont on parlait dans la preview, etc. Donc c'est cool d'un point de vue opération au niveau du classement, ce qu'ont fait nos Mavs. On est enfin à notre place. Alors, pour faire le débrief de ce match, on est obligé de commencer par parler de Luka Doncic. Il a fait le meilleur match de sa saison pour le moment. 45 points, 11 rebonds, 13 passes, 16 sur 23 au tir. Nico, c'était bien entendu le meilleur match de la saison. C'est celui qu'on attend. C'est les matchs comme ça qui vont permettre à Luka d'être candidat MVP. Ah là, on était vraiment dans un match de candidat MVP, hein. Je pense que c'est clairement le meilleur match de sa saison. Je disais ce matin le meilleur match de sa carrière. Alors, j'irai pas jusque-là, loin de là. Parce que c'est quand même pas un match, c'est un match de saison régulière, hein. C'est pas un match à enjeu extraordinaire en dehors de la saison régulière. Mais meilleur match de la saison. Il a vraiment activé le mode MVP là. Il a mis la cape de super-héros. Il était juste inarrêtable, enfin, particulièrement en première mi-temps. Enfin, dans les deux premiers cartons, pardon, et effectivement, il a tout cumulé, en fait. Il a cumulé l'adresse qui est pas toujours là tous les soirs. Il est en adresse inarrêtable. Il rate pas un tir dans les deux premiers cartons. En dehors des shoots extérieurs, si ma mémoire est bonne. Je crois qu'il a 5 sur 8, si ma mémoire est bonne, à 3 points. Tout à fait. Il est 9 sur 12 en première mi-temps et 4 sur 7 à 3 points. Donc, les 3 qu'il rate, c'est à 3 points, ouais. Ouais, et puis il le fait, tu fais bien de le dire, Quentin, il le fait quand même avec une certaine défense. Alors effectivement, Golden State, c'est pas la meilleure défense de l'NBA, mais quand même, il était insolent de réussite. Donc il finit quand même 45, 11, 13, hein, 11 rebonds, 13 passes. Je crois qu'il fait 3 interceptions et 2 contres, si ma mémoire est bonne également. Donc ouais, on est sur des très très hauts standards à San Francisco. Contre les Warriors qui reprennent quand même un peu gentiment, qui rentrent un peu dans le rang, hein, le rang que tu décrivais justement, Quentin. Moi aussi, ce que je retiens, c'est que c'est une grosse réaction après la défaite quand même un peu décevante contre Oklahoma. On s'était dit, ouais, Luka n'avait pas forcément été aussi brillant que ce qu'on attendait. Là, c'est une réponse de candidat MVP qu'il nous a apporté. Donc ouais, effectivement, forcément un plaisir de voir tout ça. D'ailleurs, il a fait un nouveau triple-double, donc on voit que dernièrement il nous en sort beaucoup. Il a l'air vraiment d'être sur sa forme d'antan, j'ai envie de dire. C'est que ça devient quand même quelque chose d'assez récurrent, les triple-doubles face aux Warriors. Les Warriors sont la deuxième équipe face à laquelle Luka Doncic a eu le plus de triple-doubles en carrière NBA. Il y a que les Spurs qui sont devant, donc je pense que ça doit quand même avoir un lien avec comment l'équipe aussi des Warriors elle est construite pour que à chaque fois Luka arrive à bien fonctionner face à eux. Il y a beaucoup de prises à deux que les Warriors font assez souvent. Hier, on a vu une nouvelle fois à quel point Luka Doncic est un génie pour gérer les prises à deux, hein, les 13 passes décisives, elles viennent aussi en partie de là. Donc voilà, c'est quand même un adversaire que je pense pour les futures rencontres, je sais pas quand c'est qu'elles sont celles à Dallas, s'il y en a qu'une ou deux, mais on peut déjà la cocher comme un potentiel futur gros match de Luka qui doit aussi être motivé de jouer contre Draymond qui est un peu son équivalent en termes de joueur sanguin dans la ligue. Donc vraiment, ça nous réussit bien. Enfin, ça lui réussit bien les Warriors en termes statistiques. Je crois que c'est peut-être le 6e triple-double de sa carrière contre les Warriors, un truc comme ça. Enfin bref, hier, il a fait son 80e en carrière, si je dis pas de bêtises. Donc c'est totalement fou, c'est n'importe quoi. Je rajouterai un truc à ce que tu décris, Quentin. Je pense que c'est particulièrement pour les passes décisives. Je pense aussi que là, on était dans le scénario rêvé, et on va reparler de Klay Thompson probablement après. On était un peu dans le scénario rêvé où les bonnes passes extérieures de Luka, du coup, étaient converties quasi à chaque fois par Klay Thompson avec des shoots extérieurs où il mettait dedans. Donc ça a aussi facilité aussi les chiffres de Luka d'avoir des joueurs qui sont en grosse réussite extérieure, comme hier soir, puisque Klay Thompson était le meilleur de Klay Thompson depuis le début de saison. Là. Il enfilait en fait, comme des perles.
En fait, quand Luka il est insolent de réussite comme ça, l'autre équipe est obligée de doubler sur lui. Ça lui ouvre des. Parfois, il y avait même Kyrie sur le terrain, donc on avait un double sur Luka. Il y a une passe sur Kyrie et après c'est Kyrie qui fait le boulot offensivement. Quand il est insolent comme ça de réussite, c'est impossible de défendre sur Dallas. Ouais, c'est choisi ton poison, comme on dit en Oui, anglais. voilà, c'est Batum qui avait dans une interview, il avait expliqué ça. Enfin, bon, tous les joueurs le savent, mais il l'avait très bien expliqué en disant, nous, on préfère. Enfin, je crois qu'il disait nous en parlant des Clippers à l'époque, donc quand Luka était plus jeune, où l'effectif aussi était moins bon. On préfère en fait que Luka en mette 50, mais que les coéquipiers, il y en ait aucun qui en mette 10 à côté, plutôt que l'inverse. C'est un choix à faire. Mais quand tu as un effectif aussi profond que celui des Mavericks, il y a des moments, voilà, tu baisses les bras et tu peux juste que dire bravo. Hein. Kyrie, il a même pas eu à forcer. Hein. Il nous fait un match bon, mais sans plus. C'est Clay qui nous fait un vrai match. Mais oui, quand il y a un Luka comme ça, en fait, il draine tous ses coéquipiers. PJ aussi fait un match très bon. Derek Lively fait un 4 sur 4 au tir. Donc voilà, c'est toute une équipe qui est attirée par son très bon match. Et c'est aussi ça qu'on veut. Des fois, on avait tendance à voir des matchs de Luka excellents, mais derrière, on a du mal à avoir des joueurs en avant. On voit que c'est plus le cas et c'est une très très bonne chose. Ouais, je rajouterais juste 2 choses sur Luka. On vous l'avait pas dit, mais 3 pertes de balles seulement sur toute la rencontre. Quand on pense à ces 13 passes et puis au nombre de fois où il a été doublé, 3 pertes de balles, c'est vraiment peu. Et en plus, les Mavericks ont eu du mal en termes de perte de balles récemment, donc vraiment positif là-dessus. Et puis, je crois que c'est les 3 interceptions qu'il a eues. Il en est assez fier. En interview, il y a un reporter qui lui dit « Ah, vous avez encore eu, Luka, t'as encore eu 2 interceptions ce match ?» Et il le regarde et il lui dit « Non, 3. J'en ai eu 3. » Et il est vraiment, je crois qu'il est le 2e de la ligue en termes d'interception. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était pas peu le game défensivement. Hein. Je pense qu'il a montré, il a quand même montré sur tous les derniers matchs, il était beaucoup plus présent défensivement. Ça se matérialise par différents chiffres. Et notamment dans sa capacité effectivement à intercepter. Quoi. Donc il était très bon. Moi, je vais rajouter juste un autre mot. Je m'étais fait une bonne partie de Houston contre Golden State il y a quelques jours là, du coup pour la NBA Cup, qui était un match de tranchée digne des playoffs, dur avec une intensité défensive où vraiment les Rockets c'était ces bad boys de Détroit en version un peu plus light. Waouh, quel décalage de match on a eu hier soir. On est vraiment complètement à l'opposé dans l'ouverture de jeu, l'ouverture offensive. Je ne sais pas si c'est une si bonne chose que ça pour les Warriors. Ils vont avoir du mal à répliquer ça en playoff. Mais en tout cas, c'était un autre type de NBA. Moi, j'avoue que j'aime bien les deux, mais c'était un autre type de NBA du coup qu'on a vu. Honnêtement, 143 à 133, c'est des chiffres de All-Star Game, ça. Ouais, alors je regardais là à la mi-temps, donc c'était 81-74. 81 points en première mi-temps pour les Mavs, c'est quand même hallucinant. Et il y a un autre point, c'est le nombre de tirs à 3 points. Donc pour tout le match, on est à 21 3 points pour Dallas et 27, il me semble, 27 3 points pour Golden State. Et je crois que c'est le record de l'histoire en NBA pour le nombre de 3 points mis dans un match. 48 3 points. On a 2 équipes qui sont à plus de 50% à 3 points. La moyenne de la ligue, je sais plus si elle est à 34 ou 38, un truc comme ça. Peut-être 34. Donc voilà, nous 21 sur 41, c'est excellent. Les Warriors 27 sur 54, c'est pile 50. Ils étaient à 2 doigts de battre le record. Le record, pour rappel, c'est 29. Celtics et Bucks qui ont tous les deux le record. J'aurais bien aimé qu'ils le battent, mais dans une défaite comme ça, ça aurait été un petit truc qu'on aurait pu se souvenir pour les années à venir. Mais ils ont un petit peu perdu de rythme dans le 4e quart-temps, notamment quand nous on a réussi à faire les écarts. Et oui, c'était une vraie orgie offensive. Et moi aussi, quelque chose que j'ai kiffé, c'est les duels Stephen Curry, Kyrie Irving. Plusieurs fois ils se sont retrouvés en 1v1 et je peux pas m'empêcher ça me refait penser à la période de 2015 à 2017 où il y a eu ces affrontements qui étaient là souvent. On a 2 joueurs maintenant qui sont évidemment sur la fin de leur carrière mais qui jouent encore à un niveau élite et surtout splendide. Ces 2 joueurs qui sont magnifiques à voir jouer. Curry hier, il nous a encore prouvé que il est une dimension au-dessus de
le reste du monde entier en termes de facilité à 3 points. Et Kyrie sur plusieurs moves a été comme d'habitude le magicien qu'on adore voir. Donc ça aussi c'est quelque chose qui fait que j'ai autant kiffé voir ce match. C'est pas la plus grosse victoire parce que des victoires contre Denver ou contre KC comme on a pu avoir étaient plus statement parce que c'était face à des plus grosses équipes. Mais en termes de pur plaisir de jeu de ce qu'on a vu, peut-être que celui-là je le mets numéro 1 en termes de fun que j'ai pris à regarder le match vraiment. Ouais, je comprends. Moi, en tout cas, je suis content pour Clay. Autant il y a quelques épisodes, je lui ai envoyé un peu des saillies là, parce qu'il n'était pas dedans. Autant, j'ai l'impression que c'est un truc qui se passe de façon régulière. J'ai fait la même chose avec Dinwiddie et il était en feu dans les jours qu'on suivi. Même chose pour Clay là, où il a, pour moi, encore battu un peu la qualité du match qu'il avait fait contre OKC. Il a encore un cran au-dessus. Donc là, c'est encore clairement son meilleur match avec les Mavs. Et le fait que ça se fasse à San Francisco sur ses anciens parquets, bah, c'est cool pour lui, quoi. Comme tu disais, il était super ému. Il était quand même déçu de ne pas finir à 30 points. Il était dégoûté d'avoir raté son dernier lancer, là. Je le sentais bien, mais ouais, gros statement pour lui. Donc, je le voyais un peu avec Steve Kerr à la fin faire un petit hug, là, en disant, hey, c'est pour toi celui-là, un peu quand même. Hein. Ouais, alors, justement, les gars, on a. Ouais, pardon, vas-y. C'est son 3e match de suite à 50% au plus au shoot. Et il n'en a pas pris peu, hein. Il en a pris 16, 14 et 14. C'est le 3e match de suite à 50%, et celui d'avant, il était à 45%. Donc, c'est encore un poil tôt pour dire que ça y est, la saison de Clay est lancée, etc. Mais c'est quand même plutôt rassurant. On rappelle qu'il est sorti d'une période où il a manqué 4 matchs consécutifs. Et ben, depuis qu'il est revenu, il y a eu ce petit raté contre Memphis, mais là, les 4 matchs suivants, Washington, Toronto, KC, Golden State, c'est solide. Donc, j'ai très hâte de voir si ça va se poursuivre un peu sur la fin du mois pour nous offrir un beau cadeau de Noël pour lui. Mais si Clay se met en route, ça ne peut être que excellent, et ça pallie bien au fait que notre chouchou Najee Marshall en ce moment, avec ses petits soucis, fait que voilà, il peut pas forcément jouer. Ben voilà, son absence a bien été palliée par Klay Thompson hier en tout cas. Bon, les gars, vous avez commencé à répondre à cette question, mais je voulais citer une des questions de nos auditeurs. On a donc le tétard métalleux qui nous avait posé cette question, c'était hier, suite au match contre Golden State. Est-ce que Thompson a enfin trouvé la clé ? Et donc, à votre avis, est-ce que c'est pérenne cette forme de Klay Thompson ? Alors, la clé, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il aime jouer son ancienne équipe, donc il faut lui faire croire qu'à chaque fois il joue les Warriors, ça serait pas mal. Après, ce qui est sûr, c'est que on se faisait pas trop d'illusions, notamment dans la prévue, sur le fait qu'un joueur comme Klay Thompson, quand on va lui donner des shoots ouverts, ses pourcentages devraient être bons. Il a mis un peu de temps à se lancer, c'est sûr. Après, est-ce qu'on n'a pas aussi une corrélation entre le Luka Doncic qui revient à une forme MVP et du coup un Klay Thompson qui arrive à avoir des positions de tir plus intéressantes et du coup une qualité de shoot qui est meilleure? C'est pas non plus un hasard que depuis 4-5 matchs Luka revient très très fort, et que Klay Thompson est aussi très fort depuis 4-5 matchs. Donc je pense que c'est global d'un point de vue collectif. Ils se font un peu plus, il connaît les systèmes, il connaît les joueurs autour de lui, et puis il y a une montée un petit peu en niveau, donc on va suivre ça de près. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu la trajectoire qu'on attendait en début, qui peut mettre un petit peu de temps, et puis après petit à petit c'est un joueur qui peut facilement s'intégrer dans beaucoup de collectifs, et encore plus quand on a des joueurs du calibre et de l'expérience de Luka Doncic ou Kyrie Irving. Après, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Quentin. J'ajouterais quand même un truc, c'est ce qui est pour moi le grand changement, c'est qu'il a arrêté depuis plusieurs matchs, il a arrêté de refuser les tirs. Donc clairement, il est ouvert, il prend en fait. Il n'y a plus de discussion. Et en plus, quand il gagne en confiance, parce que tu en mets un, tu en mets deux, forcément tu gagnes en confiance. Donc là, tu sens qu'il se freine pas en fait. Je sais pas s'ils ont une discussion ou quoi, mais en tout cas, voilà, il a lâché les chevaux là. Il a les tirs ouverts, il les prend. Il discute pas, il rate, mais et en l'occurrence là, il les met dedans. Donc pour notre plus grand plaisir. Je ne peux m'empêcher quand même, en étant un minimum cynique, je ne peux m'empêcher quand même de penser que on est le 16 décembre là. Depuis une journée, certains joueurs peuvent être transférés. Il en fait partie. La trade deadline, va pas arriver tout de suite là maintenant. Là, on n'est pas encore à fond dans les transferts, même si ça a commencé du coup avec Der Schroeder, d'ailleurs, qui a pas joué hier soir. Mais j'imagine quand même, il se dit bon, faut quand même que je revisse un peu mon jeu, comme Andrew Wiggins. D'ailleurs, je disais ça à Quentin, à Barnaby hier soir.
un peu la pression aussi des joueurs qui doivent se dire, bon, il faut quand même que je me remette à jouer à un bon niveau parce que si je continue à décevoir, je peux avoir une issue différente. Je vais me prendre une team Hardaway Junior et je vais terminer à Détroit. Voilà, et on n'a pas envie que ça se finisse comme ça. Donc la réaction, je ne sais pas si c'est associé, mais en tout cas, la réaction, on va dire que la réaction, elle arrive au bon moment. On va dire ça comme ça. Bon, les gars, il y a un autre fait assez marquant dans le match d'hier, c'est que on a vu un jeu collectif assez important de la part des Mavericks. Ça se voit un peu dans les stats, 36 passes décisives hier. Est-ce que les Mavs là ont pris le temps de bien s'entraîner pour mettre en place des plans de jeu qui leur permettent d'être meilleurs collectivement? S'entraîner, pas forcément parce que bon, avec le rythme qu'il y a en NBA, les joueurs en fait, ils n'ont pas vraiment d'ailleurs d'entraînement à proprement parler. Tout ça, ça se met en place au training camp. Après, c'est plus des shoot around qui font. Mais ce qui est sûr, c'est que bah il y a une vraie alchimie qui est en train de se mettre en place, enfin qui se met en place depuis le début avec cette équipe, et que quand on est dans un soir où on a un Luka qui commence à avoir des prises à deux parce qu'il est très très bon, la balle bouge et du coup ça oblige à avoir beaucoup de passes décisives. Donc Luka, il a plus d'un tiers d'ailleurs de ces 36 passes D. Et les moments où il n'était pas sur le terrain, bon, on a aussi un Kyrie Irving qui est tout aussi capable d'alimenter ses coéquipiers. Et on a parlé beaucoup de Klay Thompson, mais on a aussi eu un Quentin Grimes qui en sortie de banc était très intéressant à 3 points. Et tous les tirs qu'il a pris, si je dis pas de bêtises, ce sont des tirs qui sont issus d'une passe juste avant d'un coéquipier. Donc c'est logique avec l'effectif qu'on a qu'il y ait voilà, ce nombre d'assists qui sont importants. Après, évidemment, bah, il est aussi important parce qu'il y a 144 pions qui sont inscrits, 143, pardon, qui sont inscrits au total. Donc, qui dit score très élevé, dit aussi grand nombre de passes décisives. Mais c'est un point très positif pour la suite de l'équipe, hein, qu'il y ait un nombre d'assists qui soit aussi élevé. Ouais, parce qu'on a eu une question là encore d'un auditeur, donc Fabien Duquesne, qui nous demande: j'aimerais vous entendre sur l'effort global depuis le début de la saison de faire passer le jeu par Luka et de le faire circuler de moins faire passer le jeu par Luka et de le faire circuler davantage, de faire circuler davantage la balle, pardon, avec des joueurs pas manchots à la passe. Donc en gros, est-ce que les Mavs ont regardé les saisons précédentes et ont essayé de réduire l'utilisation de Luka et d'essayer de distribuer plus le ballon. D'ailleurs, j'ai fait ma petite analyse. J'ai été regarder le taux d'utilisation de Luka Doncic cette saison et on est à 32% d'utilisation, ce qui reste assez élevé, mais c'est moins que la saison dernière, 35%, moins qu'il y a 2 saisons, 37%. Et en gros, la dernière fois qu'il était vers 30%, c'était sa saison rookie. Donc c'est exprès, on essaye d'enlever le ballon de Luka et de faire circuler plus. Moi, j'aime bien cette question déjà. Je pense que c'est bien vu. Et c'est effectivement le reflet de la situation où Luka il est bien mieux entouré. Et je dirais aussi qu'en plus de Kyrie Irving, je pense qu'on a vraiment plusieurs très bons passeurs. Je pense à Najee Marshall aussi, qui me surprend beaucoup aussi dans son jeu de passe. C'est pas le premier truc qu'on évoque. On pense à Najee Marshall, mais il fait quand même des très bonnes passes. PJ Washington aussi, je trouve qu'il fait toujours aussi bon relais pour trouver les pivots. Il fait toujours des petites passes courtes pour Lively ou Gafford. Je l'ai trouvé vachement intéressant là-dedans. Klay est un bon passeur aussi. Donc je trouve qu'on a step up globalement à la qualité de notre passing game. En plus, effectivement, de la volonté de ne pas être trop Luka dépendant. Là, on est évidemment, c'est notre MVP, c'est notre star, donc évidemment qu'il a des ballons et qu'on va jouer avec lui. Mais on a des alternatives et on utilise ces alternatives. Donc moi, je pense que c'est le reflet de ça. C'est probablement ce que veut dire Fabien. T'as eu raison Barn, de regarder le usage rate, pardon, parce que c'est une baisse qui est énorme. On dirait peut-être pas comme ça, hein, mais passé donc toutes ces saisons avant, à part la saison rookie qui est un peu spéciale, il était tout le temps au-delà de 36, voire au-delà de 37, ce qui est vraiment énorme. Donc juste pour petit rappel, le usage rate, c'est en gros le pourcentage de possession dans lequel le joueur va être utilisé. Donc utilisé, il va être à la passe ou il va être au scoring. Et de chute comme ça de presque 5%, ça montre vraiment quelque chose
dans cet effectif par rapport aux années précédentes. Et c'est lié de toute façon, de manière très très factuelle, c'est le meilleur effectif qu'il n'y a jamais eu autour de Luka Doncic. Et donc c'est normal que du coup le usage rate il baisse parce que on peut se permettre de passer par d'autres joueurs. Et tout ça, c'est utile pour gagner des matchs en saison régulière, mais c'est aussi utile pour ne pas arriver trop cramé en playoff. Donc en fait, l'effort global depuis le début de la saison pour faire passer le jeu enfin moins passer par Luka, c'est en fait quelque chose qui était totalement logique de la part du coaching staff. Et en fait, tout simplement, on ne pouvait pas se le permettre avant parce qu'on n'avait pas un effectif qui était d'assez bonne qualité autour pour se permettre de faire ça. Sinon, on l'aurait fait. Hein. Donc oui, voilà, je pense qu'on a tous vu cette baisse d'utilisation de Luka. C'est une très très bonne chose. Et on espère que ça va pouvoir continuer comme ça avec la réussite et l'efficacité qu'on voit depuis le début de la saison. Tu peux rajouter un dernier truc, juste pour compléter ce que tu décris, Quentin. Je pense que, évidemment, je pense que c'est une volonté. Je doute que ça sort pas de nulle part. C'est probablement une volonté de Jason Kidd. Mais quelque part, pour moi, ça a été facilité avec les matchs où il était absent. En fait, s'il y a un point positif de tout ça, c'est que du coup, ils se sont retrouvés sans Luka. Et du coup, ils ont un peu chacun pris des habitudes, des organisations de jeu, du coup, pour gagner sans Luka. Et on a vu qu'ils ont justement été brillants sans Luka. Donc, quelque part, cette blessure / mise au repos, là, c'était pour la bonne cause. Ça a permis d'un peu plus lancer un peu cette dynamique-là. Tout à fait. Ouais, j'ai regardé une autre stat. Vous allez me prendre vraiment pour un nerd des stats, hein, mais j'ai regardé le pourcentage de points qui provient d'une passe. Alors, cette saison, on est à 36%. Ça veut dire que 36% des points que les Dallas Mavericks marquent viennent d'une passe décisive. La saison dernière, c'était 22%. Et il y a 2 saisons, vous savez, la saison 22-23 où les Mavs font même pas le play-in, c'était 15%. C'est-à-dire que dans cette saison-là, 85%, c'était en gros Luka en isolation qui essayait de marquer. Et aujourd'hui, on est à 64% de paniers qui sont mis en isolation. Donc vraiment, on voit, super question Fabien, on voit vraiment la tendance vers un jeu beaucoup plus collectif. Je dirais qu'il y a des gens qui travaillent plus que d'autres chez Audi Mavs. Hein. Il y en a qui préparent plus que d'autres. Hein. Oui, en plus, c'est vraiment que c'est très très pertinent et je pense on le voit tous, le jeu qui était un peu critiqué ces dernières années de vraiment trop héliocentrique autour de Luka Doncic, on l'a quand même beaucoup moins aujourd'hui et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent plaisir à regarder Dallas et merci de nous trouver les chiffres qui appuient nos idées. C'est toujours plus intéressant que de sortir des idées comme ça sans les appuyer. Donc merci Barn pour la préparation et pour ces chiffres. Ok, est-ce que vous voulez passer à d'autres questions auditeurs? On en a une dizaine, donc on a pas mal de travail. Alors la première, elle vient de Nerdrous42 qui nous demande: pensez-vous que PJ Washington sera All Defensive Team cette saison? Qui c'est qui veut prendre cette question? Je commence par une dédicace déjà parce que c'est un des followers les plus fidèles et de longue date sur Twitter, donc dédicace déjà à toi. Et puis pour répondre, je pense que ça va quand même être compliqué. Une defensive team, il y en a que 2, hein, donc il y a que 10 joueurs sur les 300 qui sont NBA qui ont le droit d'avoir cet honneur. Et malheureusement pour PJ, comment dire, je pense que de 1, au niveau du defensive rating, l'équipe va être bonne, hein, mais on va peut-être pas être dans le top 5-6 de la ligue, je sais pas. Aujourd'hui, on est 11e, il me semble. Et de 2, comparé en fait à d'autres joueurs comme des Lugunsdort, je sais pas qui on peut penser du Marcus Smart à l'époque ou quoi. Peut-être qu'il manque de highlight défensif très très forte. Il va être un vrai chien sur son attaquant. Il va le coller, etc. Il va mettre beaucoup d'intensité. Mais je pense que ça peut jouer le fait que il se montre des fois un petit peu moins par rapport à d'autres joueurs. Donc, je pense vraiment qu'il pourrait mériter une place. Ce qui est sûr, c'est que ça sera en second team, pas en first defensive team. On verra à la fin de l'année. J'espère me tromper. Il aura des voix et pas qu'un peu. Mais je pense que ça va être un petit peu court. Donc, pour répondre à la question, je dirais non. Mais clairement, c'est jouable. S'il y a un joueur qui est jouable, je pense que c'est lui. Ou Derek Lively, mais pareil, le poste de pivot, ça va être compliqué pour Derek de passer devant du Victor, du Gobert, voilà, ce genre de joueur. Nico, rien à rajouter? Non, si ce n'est que, en tout cas, à défaut d'être
le all defensive, de faire les all defensive team. Je suis un peu comme Quentin, j'ai du mal à y croire. Je dirais qu'au moins, il s'est imposé comme notre poumon défensif et il n'y a plus aucun doute. Donc, c'est déjà clair. Ok, allez, une autre question, celle de Roman Corto. Quel est d'après vous notre pire contrat actuel et pourquoi Maxi Kleber? Donc on va commencer car quel est notre pire contrat actuel? Ça m'a fait marrer, je te la laisse, Quentin, en tant que grand supporter de notre Maxi Kleber préféré. Et surtout, et vous n'êtes pas prêt de ma réponse, les gars. Le pire contrat des maps, vous savez lequel c'est? Je sais lequel c'est. T'as regardé? C'est Javal McGee. C'est Javal McGee. Ouais. Javal McGee, donc pour rappel, donc après une signature désastreuse avec une mid-level exception sur 3 ans, on l'a coupé et on a utilisé, on a stretché son contrat, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de payer les 2 années qui nous restaient, en fait, on a étalé les années qui nous restaient. Comme ça permet de payer moins sur une saison, donc de donner plus de flexibilité sur la saison en question. Par contre, du coup, au lieu de payer sur 2 saisons, et ben, tu vas le payer sur 5 saisons. Donc, on continue à payer 2,2 millions de dollars jusqu'à la saison 2027-2028 à Javal Magui. Donc, c'est lui le pire contrat de l'effectif. Sinon, maintenant, pour répondre sur tous les contrats des actifs, déjà, mais il y a quelque chose qui me fait plaisir. Alléluia, il n'y a plus aucun contrat poubelle chez Dallas Mavericks. Les contrats poubelles, et me dites pas que Max Kleber c'est un contrat poubelle. Les contrats poubelles, c'était les Davis Bertans de l'époque. C'est ce que Russell Westbrook à la fin, là, quand il était à 45 patates, les Bradley Beal actuellement, tous ces joueurs-là, parce qu'on en a eu un Davis Bertans il y a pas longtemps, ça c'était une vraie merde comme contrat. Aujourd'hui, on n'a plus de contrats comme ça, et quel plaisir d'aller sur la page sur spotrack.com, là, regarder les Dallas Mavericks et voir qu'il n'y a aucune poubelle dans nos contrats. Donc les deux pires, ça se joue entre Clay et entre Maxi. Pour moi, je mettrais peut-être Clay devant parce qu'il y a la durée, 3 saisons au lieu de 2 saisons contre Maxi, et il y a le montant. On est plus autour de 15, 16, voire même 17 millions sur la dernière saison, que Maxi qui n'est que à 11 millions, et Maxi sera free agent à l'été 2026, donc c'est pas dans longtemps. Donc voilà, pour répondre à la question, pour moi, le moins bon, et je ne veux pas dire le pire, c'est Clay, et derrière on a Maxi qui est voilà, mais de manière générale, quel plaisir de regarder les contrats de nos Dallas Mavericks. Encore une fois, merci Nico Harrison pour les travaux, merci beaucoup. Je vais rajouter un truc à ce que tu dis, Quentin, et c'est pas pour faire le mec qui insiste. T'as raison, Javal McGee, le pire contrat. Ils l'ont géré de la meilleure façon. Mais quand même, 11 millions par saison pour Maxi Kleber. Si on met tout le côté, là, toute la sympathie qu'on peut avoir pour le garçon, ça reste pour moi le pire contrat. Enfin, par rapport à ce qu'il apporte aujourd'hui dans l'effectif. Si on vraiment met tous les sentiments de côté et tu regardes purement les chiffres, 11 millions par saison, c'est pas énorme, hein. Une nouvelle fois, les contrats sont bien gérés, mais bon, ça reste quand même pas mal pour un joueur qui est un backup au poste 4 et qui a un backup un peu faiblard et décevant au poste 4, qui nous amène à nous poser plein de questions à la trade deadline, tu vois. Ouais, ça s'entend, mais encore une fois, le salary cap augmente d'année en année. Il faut aussi raisonner en termes de pourcentage. 11 millions, on est à quoi? 7-8% du salary cap. Ouais, bien C'est quand sûr. même, enfin voilà, encore une fois, c'est pas du tout un contrat toxique, un contrat poubelle. C'est sûr que aujourd'hui, on trouve que c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais quand on l'a signé, le 11 millions, je veux dire, on était tous très 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 heureux sur le 11 millions quand il était signé pour Maxi Kleber, qui d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps encore, nous faisait des très belles perfs. Donc en ce moment, il est clairement en déperdition, il est clairement sur la fin. Mais s'il peut nous donner des séries comme ce qu'il a fait face aux Clippers au printemps dernier, écoutez, ces 11 millions, je les paye en mettant l'affect de côté. Hein, je les paye avec plaisir s'il faut. Ouais, c'est de l'optimisation, tu vois. Ouais, voilà. C'est de l'optimisation fiscale au Caïman, là. Globalement, Ouais. on n'est pas au Portland Trail Blazers, là, concrètement, hein. Si vous Oui, voulez des c'est ça. exemples de contrats horribles Ouais. en Oui. cours, hein, dans une équipe, prenez les Blazers, regardez sur Basketball Reference, vous allez voir le cauchemar que c'est de joueurs sous-performants et voilà ce que c'est. Ouais. D'ailleurs, j'y pense, Klay Thompson, sa dernière saison, c'est une option joueur. Hein. C'est aussi ce qui m'a fait la mettre un petit peu au-delà de Maxi. C'est donc en fait c'est lui qui décide si il reste ou pas. Donc ça donne moins de sécurité pour l'équipe. Et si il venait à devenir totalement gaze ou à se blesser, bah évidemment qu'il l'accepterait et ça serait une saison à 17 millions sur la saison 2026-2027 qui ferait plus mal que les 11 millions seulement
de Kleber. Mais très bonne question pour faire l'état de nos finances. Et voilà, quand ça va pas, on le dit. Quand ça va bien, il faut aussi savoir le dire. Allez, question de Théodore. Que pensez-vous de la rumeur Herb Jones aux Mavs? Je vais la Nico, tu prendre penses celle-là, celle-là? moi. Ouais. Je vais la prendre. J'en pense beaucoup de bien. Après, la grande question, c'est contre quoi? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat sur la qualité, les qualités de Herb Jones. Est-ce qu'il serait utile aux Mavs? Pour moi, c'est un grand oui. Euh, on continuerait la connexion avec les Pelicans là. Clairement, les Pelicans, ça donne l'impression qu'ils ont l'opération tanking là pour plein de raisons qui est un peu lancée là. Je pense que c'est pas le seul joueur qu'ils vont vouloir lâcher. La grande question, c'est qu'est-ce qu'ils vont vouloir. Je les suspecte plutôt d'être intéressés par. Ils vont matcher sur le salaire évidemment, mais d'être intéressés par des premiers tours de draft. Enfin, un premier tour de draft. Donc là, c'est la grande question, c'est est-ce qu'on veut lâcher un de nos derniers premiers tours de draft pour récupérer Herb Jones? C'est la grande question. Mais en tout cas, pour moi, il apporterait en poste 3-4. Il serait vraiment intéressant. Ça serait un super complément à notre effectif. Est-ce que, Pour, alors je suis peut-être super naïf, hein, mais est-ce qu'un premier tour de draft, Jaden Hardy, Maxi Kleber, ça suffit ou il faut plus? alors pour moi, il faudrait rajouter un petit peu plus. Je voulais juste avant revenir sur la rumeur Herb Jones, d'où c'est sorti. On a juste appris que les Pelicans étaient prêts éventuellement à explorer des trades. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a un site de paris sportif qui nous a désignés comme étant les favoris pour avoir Herb Jones. C'est littéralement de là que part la rumeur Herb Jones. Donc c'est ouf de voir comment très vite on fait partir des rumeurs, etc. Donc c'est très intéressant d'en parler. Je pense que tous les fans ont été très contents d'explorer cette possibilité, mais juste il n'y a eu aucune source de côté Dallas en tout cas qui disait qu'on cherchait à l'avoir. Alors vu la qualité du joueur, je pense que Nico Harrison, évidemment, va essayer de faire quelque chose pour peut-être tenter. Nous, on veut pas toucher au noyau dur de cette équipe, donc effectivement, ça se jouerait à coup de premier tour de draft. Donc, tu l'as dit, pour moi, le Kleber plus Hardy, pour avoir d'un côté le salaire de Kleber, de l'autre le petit potentiel de Hardy, il faut ajouter à ça un premier tour de draft. Les premiers tours de draft, si je dis pas de bêtises, il y en a que 2 qu'on peut donner. Il y a le 2025, donc cette année où du coup tu es sûr que ça va être un pic autour entre 25 et 30, sauf catastrophe, donc c'est quand même un pic qui a très peu de valeur. Et le pic 2031 qui lui a beaucoup de valeur, parce qu'en 2031, qui sait où sera Luka Doncic, qui sait où sera Kyrie Irving et l'état des Dallas Mavericks. Donc si tu dis Kleber Hardy et le pic 25, ils disent non. Si tu dis Kleber Hardy et le pic 31, je pense qu'ils sont prêts à dire oui. Donc pour moi, si on veut mettre ce pic 31 dans la balance, pic 31, je veux bien dire 2031 évidemment. Peut-être je suis pas clair. Il faut protéger le pic, le protéger. Donc vous savez, c'est en gros tu dis que s'il tombe entre 1 et 5, tu gardes, et s'il tombe entre 6 et 30, et ben il va à l'adversaire. Donc je pense qu'il y a un package comme ça les deux équipes peuvent commencer à discuter. Donc par exemple Kleber Hardy, le pic 2025 et le pic 31 lourdement protégé. Ou alors un swap de pic 2031. Je pense que ça serait pas déconnant si vraiment les Pelicans sont dans une phase de déconstruction de leur effectif, chose à laquelle j'ai toujours un petit peu de mal à croire parce qu'ils sont quand même assez maudits par les blessures et leurs joueurs restent encore jeunes, donc je me demande pourquoi vouloir faire. Mais bon, ça c'est un peu hors sujet. Et Quentin, juste un truc, les Mavs, ils ont aussi un pick swap, il me semble, non, de Oklahoma, non? En fait, les pick swaps, c'est donc en fait tu ne donnes pas ton pick, tu dis juste que tu donneras entre OKC ou entre le nôtre, OKC prendra le meilleur des deux picks. Et donc en fait, tu pourrais éventuellement trader ce pick-là, mais on rappelle qu'avec la Stepien Rule, on ne peut pas trader 2 picks sur des années consécutives. Donc en 2027, on a envoyé notre pick à Charlotte dans le cadre du trade de PJ Washington, qui est protégé 1-2. En 2029, on l'envoie à Brooklyn dans le cadre du trade de Kyrie Irving. Donc on ne peut pas envoyer le pick 2028. Donc c'est pour ça qu'on a juste fait un swap avec OKC, parce que lui on ne peut pas l'envoyer. Donc ça on peut même pas y toucher. Le 2030 on ne peut pas l'envoyer et on a déjà fait un swap avec San Antonio, pour rappel. Il me semble que c'était pour dégager Reggie Bullock. Donc c'est pour ça qu'on ne peut envoyer que le pick 2025 ou le pick 2031.
Et voilà, j'espère que vous avez compris voilà, que les deux, en fait, ont des valeurs très, très, très différentes parce que des pics avec une horizon très lointaine, ils apportent de l'incertitude. Et du coup, ils peuvent valoir très, très cher. Demandez à nos amis des Brooklyn Nets quand ils ont donné Jason Tatum et Jaylen Brown aux Celtics. Ouais. Voilà. Et si vous n'avez pas tout compris, la synthèse, c'est est-ce que les Mavs doivent faire tapis? Voilà, en gros, c'est ça. Parce que pour C'est moi, ça. prendre Herb Jones, balancer le premier tour de draft, c'est un peu faire tapis quand même. C'est ça, tu le dis, je fais tapis, allez, moi j'ai mon effectif pendant 2-3 saisons, et si un jour ça marche pas, en tradant Luka Doncic, je récupère ce que les Nets ont récupéré pour Kevin Durant, ou ce que les Rockets ont récupéré pour Harden, enfin ce genre de choses. Ça peut être une idée, et honnêtement, je ne serais pas contre cette idée de faire tapis et d'avoir un effectif sur 1, 2, voire 3 ans qui a une très très bonne fenêtre pour le tir. Pour le titre, pardon, une fenêtre de tir sur le titre. Ok, allez les gars, question d'après, et elle est liée. Hein. C'est une question de Kev Mavs FR qui nous demande quel est pour chacun de vous le trade idéal à Dallas avant la deadline. Alors, dans la limite, bien sûr, du possible. Hein, on n'est pas en train de dire qu'on veut que Giannis vienne à Dallas, mais quel est votre trade idéal? Commencez, Qui veut se Quentin, lancer? vas-y. Je vais répondre avec le cœur et pas avec le cerveau. Tu me fais revenir Dorian Finney-Smith en remplaçant poste 4, poste 3, et mon cœur sera comblé. Donc on va dire ça reste dans le domaine du faisable. C'est dans la zone qu'on cherche. Hein. On va pas chercher à des postes 1 ou poste 2. On va pas chercher des postes 5. On va clairement chercher un poste 3 qui soit grand pour pouvoir jouer 4 ou un poste 4 qui puisse des fois jouer 3. Et chercher de la défense surtout. Donc, de manière raisonnable, je trouve que Dorian Finney-Smith, même s'il commence un petit peu à vieillir, coche ses cases plus l'affect. Donc, allez, Dorian Finney-Smith pour moi dans la partie trade idéal, même si Herb Jones, c'est sur le papier, ça envoie quand même. Mais c'est pas les mêmes contreparties. Et Brooklyn veut un premier tour de draft pour Dorian Finney-Smith. Est-ce que si tu étais Nico Harrison, tu lâcherais ton premier tour de draft? Allez, le 2025. Le 2025, ça peut, ouais. Le 2031, hors de question. Je savais que tu allais dire ça, c'est pour que je t'ai laissé passer devant, Quentin, c'est que le cœur parlerait. Ouais, pour compléter ça, moi je dirais que faut qu'ils arrêtent les Brooklyn Nets là. Ils viennent de lâcher Schroeder contre 3 cacahuètes, honnêtement, parce que, enfin, 2 secondes tour de draft, je trouve que c'est vraiment très léger. S'ils se lancent véritablement dans l'opération de reconstruction, je pense que Dorian Finney-Smith, il a rien à faire à Brooklyn. Et que de toute façon, je comprends très bien, ça fait quasiment depuis qu'il est tradé qu'ils veulent un échange avec un premier tour de draft, si j'exagère à peine. Ça n'arrivera pas, en fait. Je pense que je vois pas d'équipe qui vont leur lâcher un premier tour de draft. Ça me surprendrait, honnêtement. Donc pour moi, je prendrai pas, malgré le plaisir de retrouver Dodo, je ne les vois pas lâcher un premier tour de draft pour Dorian Finney-Smith. Ok, alors est-ce que tu as un joueur, toi, que tu aurais? Non, Herb Jones, j'aime bien l'idée. Enfin, après, peu importe d'où ça sort, c'est un peu du fantasme. Mais en tout cas, moi, ça colle, ça répond à plein de points. Le salaire, surtout la qualité du joueur, ce dont on a besoin. Enfin, on cache plein de cases. Donc, c'est un choix intéressant. Est-ce que ça va avoir lieu? C'est une autre histoire, mais c'est un choix intéressant. Ok, en tout cas, c'est le pour poste. rappel, il aura une option joueur cet été. Donc, il y a moyen que, en fait, au moment de la trade deadline, les Nets ils soient prêts à craquer. Ils soient prêts à craquer pour une offre un petit peu en dessous. Le seul souci, c'est que, alors, j'ai pas les trucs sous les yeux, j'ai mal fait mes devoirs, désolé. Il me semble qu'au niveau des seconds tours de draft, on a donné tout ce qu'on pouvait. On a quasiment plus rien. On a peut-être un qui reste. Mais sinon, on a déjà tout donné dans des trades dans tous les sens. Donc, je crois que de ce côté-là, des seconds tours, on n'a plus grand-chose à donner. Donc, c'est possible. Alors, vérifie, Quentin, parce qu'il me semble qu'on en a 2. Je crois me souvenir que dans le trade de... en tout cas, il me semble qu'on en a 2. Vérifie. Je vais vérifier ça. Et pendant que tu vérifies, je vais passer à la question suivante. Une question de Ben, qui nous demande, alors c'est vraiment une question beaucoup plus générale, là, qui nous demande notre ressenti sur le fait que les médias NBA français ont en général une méconnaissance de notre équipe, alors que les Mavs comptent depuis plusieurs saisons. Est-ce que vous avez cette impression?
Allez, Euh, Nico ou Quentin, comme tu veux. bah, enfin, Vas-y, Quentin. vous êtes plus, enfin à part si, il me semble que en fait, vous regardez les chaînes américaines quand vous C'est ce que regardez j'allais te les dire, ouais. Mavs. Ouais, Euh, absolument. pour le coup, j'ai un vrai ressenti, et je vais essayer d'être assez court là-dessus, mais je vois ce qu'il veut dire. Donc, je vais tout d'abord commencer par dire un immense merci pour tout le travail que Beansport a fait pour le développement de l'NBA depuis ces 10 dernières années, même si j'imagine qu'ils ne nous écoutent pas, mais un immense merci pour tout ce qu'ils font. Cependant, il y a quand même quelque chose, quand en fait tu commences à suivre vraiment une équipe en particulier, quand c'est ton équipe, et du coup tu commences à la connaître extrêmement bien, et bien en fait tu te retrouves quand tu écoutes Beansport à écouter des gens qui, et c'est normal, ils suivent les 30 franchises de la ligue, connaissent moins bien l'équipe que ce que tu ne la connais. Et ça, c'est quand même un sentiment qui est assez désagréable. Je pense que ça arrive à tout le monde, que ça soit au football, enfin dans tous les sports d'ailleurs. Quand vous avez un chroniqueur, un consultant, un commentateur qui va parler de votre équipe et qui va dire des choses qui sont inexactes, qui sont légèrement déformées ou voire même sont totalement fausses, c'est quelque chose qui peut être très très irritant. Et je pense que c'est de ça dont tu parles. Et du coup, je pense pas que ça soit lié au Dallas Mavericks en particulier. Je pense que c'est lié à un peu toutes les franchises. Moi, par exemple, ça commence à faire quelques années que j'avoue que je continue à regarder Beansport avec plaisir pour regarder tous les matchs de NBA, sauf les matchs des Mavericks, parce que j'ai beaucoup de mal des fois à entendre des choses qui sont inexactes et qui du coup me frustrent beaucoup, surtout que je sais que voilà, ils ont une grande audience, etc. Et au contraire, je me régale à écouter Mark Followill, donc le commentateur des Mavericks, qui lui, pour le coup, est un puits de savoir, qui connaît évidemment les Mavs mieux que moi, mieux que nous. Et donc, du coup, j'ai à apprendre de lui. Et je pense que ça peut expliquer un peu le ressenti que tu as, Ben, car de mon côté, je l'ai en tout cas sur Bein, et ça a pu m'arriver des fois sur les médias un peu classiques du First Team, du Trash Talk, qui, pareil, suivent 30 équipes dans la saison, ne peuvent pas se focus à fond sur une franchise, et des fois vont omettre certains trucs ou vont faire des erreurs sur notre franchise, et ça donne cette impression. Mais je pense pas que c'est lié vraiment au Dallas Mavericks. Je pense d'ailleurs qu'il y a pire en traitement médiatique négligé que les Mavs dans les 30 équipes NBA. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans ce que je voulais dire, les gars, mais voilà un petit peu mon point de vue là-dessus. Ouais, c'était assez flagrant l'année dernière au moment de la trade deadline où l'arrivée de Gafford et Washington a vraiment transformé l'équipe. Et quand on entendait les commentaires, on sentait que les gens n'avaient pas encore compris l'impact de ce trade. Ça a mis disons une dizaine ou une vingtaine de matchs pour que les gens réalisent l'impact de ce trade, alors que nous, bien, on a vu immédiatement que ces arrivées là ont vraiment transformé l'équipe. Donc, quand il se passe un gros trade, les médias généraux mettent du temps à voir l'impact. Ah, mais nous, parce qu'on est des gros nerds absolus des Mavericks, c'est aussi pour ça. Donc c'est quelque part pour adoucir le truc. Je comprends ce qu'il veut dire, je comprends ce que tu dis, Quentin. Après, forcément, quand tu te fais tous les matchs dans le détail des Mavericks, évidemment, et que tu lis plein de trucs dessus et que tu suis ça, et pour nous, en étant sur place, évidemment, bah heureusement d'ailleurs, on a une vision vachement plus précise qu'un mec qui commente la NBA de 30 équipes. Enfin, c'est pas du tout la même chose, en fait. Donc, je comprends. C'est pas le même job, quoi. Bon, allez, une autre question. Là, on va parler d'histoire un petit peu, puisque le roi Gauthier nous demande quel est votre 5 majeur all-time des Mavs. Alors, il faut inclure le 6e homme et le coach. Allez, C'est cool, cette question. Nico, vas-y. Ouais, je veux bien, j'aime bien la question. Alors forcément, je vous donne une version maintenant, je vous donnerai une version différente dans 10 minutes, dans une journée, dans une semaine. Spontanément, bah déjà, je pense que je suis un peu obligé de mettre Dirk et Luka. Je pense que c'est un peu obligatoire. Après, je vais faire un peu comme Quentin, je vais jouer un peu avec les sentiments, parce qu'après, pour moi, ça dépend aussi des époques, ça dépend de ce que vous avez vécu, enfin, ça dépend de plein de trucs. Moi, au poste de pivot, je mettrais Tyson Chandler. Parce que pour plein de raisons, c'est important qu'il soit dedans, et je pense que ça reste le meilleur pivot qu'on a eu depuis, en tout cas moi je suis la NBA et les Mavs. Je mettrais, bon, c'est pas exactement les bons postes, mais vous m'avez compris, c'est pas grave, on fait comme dans le All-Star Game. Je mettrais Derek Harper dedans, que j'ai kiffé de fou en tant que joueur, que ce soit à Dallas ou à New York. Et j'ai toujours plaisir de voir d'ailleurs commentateur à la télé. Il n'a plus le même format, hein, notre ami Derek Harper. Il s'est un peu élargi sur les côtés là, mais j'ai vraiment Derek Harper.
Et il y a un autre joueur que j'ai toujours adoré, moi, et je suis ravi de le voir, du coup, dans l'organisation des Mavs, c'est Michael Finley. Et donc, du coup, j'étais content de le voir. Je le mets aussi dans mon 5 majeur. Sixième homme, j'ai pas du tout réfléchi, mais allez, pour être un peu dans l'actualité, et parce que j'espère qu'il va re-signer, qu'il va rester très longtemps avec nous, en sixième homme, je mettrai Kyrie Irving. Ah ouais, Kyrie Irving, un sixième homme. Non, il faut il soit vraiment Un sixième sixième homme. joueur, si tu vois, parce que je pense que sixième homme, D'accord. dans des 5 majeurs all-time, c'est forcément des gros joueurs. C'est pas un homme du banc. Sinon, je mettrais un agitateur de serviette comme Maxi Kleber. Non, c'est une blague. C'est pas, Ouais, Quentin, c'est pas cool. est-ce que tu es d'accord avec Nico? Quel changement tu fais au 5 de Quel Nico? changement. Alors, bon, évidemment, le look à dire qu'il change pas. J'ai aussi mis Chandler. Et entre parenthèses, j'ai mis Lively va bientôt prendre sa place parce que j'adore ce joueur. Vraiment, j'ai l'impression que on est potes, lui et moi, enfin qu'il est pote avec toute la Mavs Nation tellement il y a que du bon autour de lui. Il y a pas un truc négatif autour de Lively. Donc, je pense que très vite, il pourra prendre la place de Tyson Chandler. Mais évidemment, Chandler pour tout le taf, il faut le mettre là, même s'il n'a pas joué tant que ça à Dallas dans sa carrière. Hein. Il est là pour l'année du titre, mais il n'a pas joué tant que ça. Ouais. Les petits changements que j'ai, c'est que moi, au poste 2, j'ai mis quand même Jason Terry. Pour le titre, pour le coup du tatouage, qui est quand même... j'ai rarement vu un mec autant poser ses couilles sur la table, comme on dit. Pour rappel, il s'est tatoué le trophée NBA sur le biceps au début de la saison, alors que bon, Dallas n'était pas le favori numéro 1, 2, 3 ou 4 de cette saison-là, et au final, il a gagné le titre. Donc, Jason Terry en 2, et en poste 3, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de gros poste 3 dans l'histoire récente, donc on va dire plutôt pour tout ce qu'il a apporté dans le passé, parce qu'on l'oublie un petit peu, même si du coup je l'ai pas vu en live. J'ai mis Marc Aguirre, qui est un des meilleurs marqueurs de la franchise, qui a énormément apporté. Malheureusement, ça s'est terminé un petit peu en autre boudin avec la direction, et j'espère qu'un jour on pourra retirer son maillot parce qu'il mérite. Donc voilà, Luka, Terry, Aguirre, Dirk et Chandler. En coach, pour moi, c'est Rick Carlisle, évidemment, pour le titre, et parce que j'ai beaucoup aimé suivre. Enfin, je suis tombé amoureux de Dallas sous Carlisle, donc voilà. Et pour moi, en sixième, alors par contre, il n'y a aucun doute, là, le petit chouchou, moi, je mets JJ Barea pour tout ce qu'il a apporté, que ce soit pour les finales 2011 où on l'a mis dans le 5 pour le coup, et ça a super bien marché, pour tout ce qu'il a apporté sur les années d'après. Un joueur aussi petit qui soit aussi bon, c'est fou. J'adorais vraiment ce joueur, donc vraiment, je trouvais que cette place de sixième homme, elle était parfaite pour lui. Moi, j'ai une suggestion pour toi, Quentin. On l'a pas évoqué. Il y a deux joueurs qu'on n'a pas évoqués, mais qui auraient très bien pu faire le cut. Le premier, c'est Jason Kidd, hein. Jason Kidd, Steve Nash, ouais. Ça paraît pas fou. Et je pensais pas à Steve Nash, moi je Ah pensais ouais? à Jamal Mashburn, qui était un joueur que je surkiffais Ok. pour ce qu'il apportait, et qui était plutôt ailier quand même, donc ça correspondait un peu au trou. Mhm. Après, il a fait une très belle carrière NBA, mais il l'a pas faite Ouais, forcément tant que ça à Dallas. ouais, c'est ça. À C'est ça, l'époque c'est ça. des Triple J, là, les Jason Kidd, Jim Jackson et Jamal Mashburn, mais qui n'a pas eu le succès attendu. Mais c'était un super joueur. Juste dommage Ouais, c'est ça. qu'il n'ait pas réalisé chez nos Mavs. Là où, pour le coup, Aguirre, il a vraiment fait de les 7-8 premières saisons, je crois, de sa carrière là-bas. Et son prime, c'est vraiment là-bas. Il a été All-Star, enfin, à Dallas et tout. Après, il devient champion avec les Pistons là-bas. C'était cool qu'il puisse avoir un titre. Mais le vrai pic prime de sa carrière à Aguirre, c'est vraiment chez nous, quoi. C'est pour ça qu'il est très souvent aussi cité dans les meilleurs Mavs de tous les temps. Et toi, Barn, t'as un 5 à nous proposer? Bah, vous avez tout cité tous les joueurs. Après, j'en avais un que j'avais mis, moi, c'était Sean Marion. J'aimais bien parce que c'était un peu le gars qui est pas le plus talentueux, mais qui avait un énorme impact à la fois dans son dynamisme offensif, son agressivité défensive. J'aimais bien ce joueur. J'aime bien ces joueurs. C'est un peu comme Gafford. Je sais pas, il me fait penser un peu à ça. C'est-à-dire le gars qui est pas le plus talentueux, mais qui se donne à fond et qui était essentiel pour l'équipe qui a gagné le titre. Qui est Voilà. quand même une bête de surnom, quoi. De Matrix. Ouais, Ça claque comme surnom. De Ouais, Matrix. ouais. Ah, c'est Bon, dommage, allez. il a fait... Ouais, vas-y. Ouais, pardon, vas-y, ouais, c'est dommage. Non, mais c'est juste que Marion, c'est vrai qu'on aurait aimé. Enfin, il a fait la fin de sa carrière à Dallas. Hein, il est
plus de 30 ans sur toute sa partie à Dallas. Mais c'est vrai que tu prends le joueur qu'il était à Phoenix, que j'ai pas vu en live évidemment, mais j'ai vu pas mal de highlights et tout, et tu te dis ça à Dallas, ça aurait été assez fou, hein. Il est quand même multiple All-Star, etc. On a tendance à l'oublier parce qu'on retient un petit peu plus la partie fin de carrière du coup à Dallas, mais c'était vraiment un sacré joueur, donc il aurait clairement sa place aussi. Bon, allez, une dernière question là de FS. Je ne sais pas d'où viennent ces deux initiales, mais il y a plusieurs questions d'ailleurs, donc on va essayer de faire vite. Mais comment êtes-vous devenu fan des Mavs? Allez, Quentin, ton histoire, elle est sympa. Comment tu es devenu fan des Mavs? Je vais faire la version très très courte parce que la version longue, elle pourra prendre un podcast entier, comme ça on expliquera comment on est venu à se connaître avec Nico. Mais en gros, c'était quand j'étais ado où j'allais d'ailleurs de manière illégale au bureau de tabac poser des 2 euros ou des 5 euros en pariant sport. Et un jour, alors que je mettais souvent sur les Spurs parce qu'ils gagnaient beaucoup, j'ai mis sur les Dallas Mavericks dans un match face aux Raptors. J'ai regardé la nuit parce que j'ai peut-être dû poser 5 ou 10 euros, ce qui était beaucoup pour moi à l'époque. Et ce jour-là, un grand blond venu d'Allemagne a été très très fort. Les Mavericks ont très bien joué et voilà, l'aventure elle commence là, l'histoire d'amour commence là. Je suis d'abord devenu fan de Dirk Nowitzki, comme ça je réponds à ta deuxième question. Avant d'être fan de Dallas, quand il est parti, ça a été premier degré, une journée très 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 dure pour moi. J'étais vraiment, le jour de sa retraite, j'étais vraiment mal. Et après, évidemment, je suis resté fan des Dallas Mavericks, même après le départ de Dirk Nowitzki. Et me voilà, je sais pas combien d'années plus tard. Nico, pourquoi tu es devenu fan des Mavericks? Alors moi, j'ai en partie déjà répondu à la question, mais j'aime bien raconter l'histoire aussi. Elle est un peu différente et je vais faire la version très courte, effectivement, comme Quentin. Alors, fan de NBA depuis très très longtemps, mais moi, ça fait 7 ans quasiment 8 ans que j'habite à Dallas. Et donc forcément, quand t'aimes la NBA, que tu vis dans une ville qui a une équipe de basket qui en plus s'avère être avec une belle histoire. Et au moment où je suis arrivé, c'était pas la fête, hein. Le moment où on venait juste de drafter Dennis Smith Jr., donc on n'était pas vraiment au sommet. Mais néanmoins, quel kiff d'être sur place, d'aller voir des matchs. Et honnêtement, les prix, ça a un petit peu augmenté, mais ça reste quand même pas incroyablement cher par rapport à plein d'autres franchises. Donc, je me suis gavé de matchs NBA. Historiquement, moi, j'ai grandi, j'étais fan hardcore des New York Knicks de Pat Riley. Mais forcément, vivant ici, progressivement, tu deviens fan des Mavericks. Donc, je suis plus que jamais fan des Mavericks. Je garde toujours un petit coin quelque part des Knicks que j'aime bien. Mais forcément, le fait d'être sur place, c'est complètement autre chose en fait. Voilà, et moi, vite fait, hein, vous allez me détester, hein, moi je suis un fan de sport avant tout, pas vraiment fan de basket à la base. Je m'intéresse à peu près à tous les sports et j'arrive à me passionner pour n'importe quel sport. Et en fait, j'habite à Dallas depuis 13 ans maintenant. J'ai été fan des Cowboys. J'ai peut-être fait ma saison fan des Stars, c'est l'équipe de hockey. J'ai même été fan des Rangers, c'est l'équipe de baseball, je vous promets. Et en fait, là, j'ai rencontré récemment Nico, il y a quelques années. Il y a un certain Luka Doncic qui est arrivé dans la franchise et ça m'a fait aimer les Mavericks. Et là, du coup, je suis à fond sur les Mavericks. Je vous avoue que si je déménageais à Salt Lake City, il y a des chances que je devienne fan des Utah Jazz. Vous allez me détester, hein, les gars. Je devrais pas dire ça, hein, mais je suis pas le plus fidèle comme ça en sport. Voilà. Non, mais moi, c'est un truc super intéressant que tu décris, et je pense que pour les gens pour les gens qui sont en France, je pense qu'ils comprennent ça aussi, mais le fait d'être sur place, en fait, de pouvoir accéder à des matchs relativement facilement, parce que, faut savoir, comme on l'a un peu évoqué, mais t'as pas besoin, t'es un peu fauché, t'as des matchs, tu vas aller voir tout en haut, tu payes $5, quoi. Donc c'est quand même relativement accessible à pas mal de monde. Ça a un petit peu augmenté, mais ça n'a pas non plus augmenté de folie. Euh, le fait d'avoir les matchs si accessibles, si proches de toi, d'avoir accès à la presse locale, à la télé, ça prend quand même une autre dimension en fait en étant sur place. Donc c'est pas pour juger de ton prochain move chez les Utah Jazz. D'ailleurs, tu trouves comme une autre franchise parce que c'est quand même un peu déprimant les Jazz là. Non, mais blague à part, le fait d'être sur place change vachement de perspective en fait. Et je pense que Quentin, quand tu as vécu à Dallas, tu étais déjà fan, mais j'imagine ça a multiplié par X la passion et le fait d'être sur place et de voir les matchs à l'American Airlines Center. Ah oui, ça c'est
C'est quelque chose de très spécial. Mais tu sais, Barn, maintenant que effectivement, bah, t'es devenu un peu amoureux aussi des Mavs comme nous, même si demain, là, tu déménages à Salt Lake City, évidemment, tu t'intéresserais au jazz, mais je pense qu'après, tu sais, c'est un peu comme, enfin, dans le sport, un premier amour, je pense vraiment que ça reste, hein. Enfin, je sais pas pour vous, quand vous étiez jeune, quel club de foot vous êtes devenu fan quand vous étiez enfant, mais ça, tu peux pas le changer, hein. T'entends souvent des gens qui disent, Putain, ça me fait chier d'être fan de telle équipe parce qu'ils sont nuls, mais je peux pas changer. Mon amour, maintenant, il est là pour eux, il changera jamais. Et tu sais quoi, je pense que bah, maintenant, être fan des Dallas Mavericks, c'est quelque chose qui est en nous et qui aura beaucoup de mal à changer, même si vous veniez à déménager. Je dis pas que tu regarderais les matchs la nuit, tu vois, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas continuer à suivre maintenant l'équipe, à suivre voilà, ce qui se passe. Et dans n'importe quelle série de playoffs, tu seras toujours pour les Mavs, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le seul truc, c'est que si les Mavs deviennent mauvais, hein, disons qu'ils deviennent une équipe qui vise la loterie, Hmm. et que je déménage à Montréal, je vais peut-être devenir fan de hockey et suivre les Canadiens, Oui, tu vois. oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux Moi, dire. ce Enfin que bon, j'ai retenu de tout ça, c'est que Barnes, t'es un mec résilient quand même, parce que être fan des Cowboys et du baseball, t'es quand même un mec costaud dans ta tête, parce que faut être fort quand même, hein. je vous promets que je me suis pris au jeu et j'ai suivi une saison entière de baseball. J'ai regardé, mais peut-être 80% des matchs, hein. Je vous promets. Oh Je là vous là, oh raconterai là un là. jour. Je te Ah ouais. promets. Je te promets. Bon, les gars, une dernière question avant qu'on close ce podcast. En 2 mots, va-t-on remporter une bague dans cette décennie? Donc ça veut dire avant 2030. Allez, Quentin, est-ce qu'on va gagner Bah, une bague? la réponse en un mot, hein. Oui. Ok. Nico? Ah bah oui, évidemment qu'on va gagner une bague. On a déjà dit qu'on était fan et pas journaleux. Donc le fan qui parle en nous, il croit fondamentalement qu'on va être champion. Et puis même, enfin, si on regarde un peu l'effectif et tout ce qu'on s'est dit, ça serait cool d'être champion sur les 3 prochaines années, parce qu'après, Mhm. on a, à mon avis, un créneau sur 3 ans là. Je pense surtout à Kairi après, qui risque de prendre l'âge, et ça a pu être exactement la même chose. Mais on a un créneau là, c'est le moment ou jamais là, hein. Faut y aller, hein. Mm. Ouais. Je veux Après, rajouter moi je veux aller à la cérémonie où on monte la deuxième bannière au plafond là. On fera une jolie photo de ça, parce que c'est un événement qu'on attend dans la ville de Dallas. Il faut, pour Luka, enfin pour plein de raisons, il faut l'avoir rien que pour voir les belles bagouses qu'ont les Ouais, joueurs, rien que pour ça aussi, mm. on veut voir ça. Totalement. ok. Bon, voilà, ça clôt notre. Moi, je pense que ça va être compliqué hein, de gagner une bague, hein, les gars. Mais bon, c'est le matheux qui parle, ni le fan, ni le journaleux. Je me dis, il y a plus de chances que Dallas ne gagne pas que Dallas ne Oui, gagne. Donc, il y a plus de chances qu'on n'en gagne pas, mais par contre, je pense que des équipes qui ont plus de chances d'en gagner que nous avant 2030, j'en mets deux hein, aujourd'hui, hein. Je mets OKC et Boston, hein, c'est tout. Donc je veux dire, je suis content avec notre position, quoi. Voilà. ok. Merci en tout cas pour les questions. Ouais, Merci, merci. merci. Ouais, C'est super question. Et on fera une série comme ça de questions peut-être un peu plus tard dans la saison. Un Ouais. dernier mot sur le calendrier. Jeudi les Clippers, samedi les Clippers. On adore les matchs contre l'équipe Clippers. Ça nous rappelle des bons souvenirs. Quentin. Oui, puis bah, de un, ça rappelle des bons souvenirs. Bon, malheureusement, il n'y aura pas Dick Jones Jr., il me semble. Mais surtout, moi, ce que je souligne, c'est que quasiment pendant 2 semaines, nous sommes enfin chez nous à la maison. Les joueurs vont pouvoir se reposer. Là, il n'y a pas de match avant le 19, donc ça laisse 3 jours de repos. Non, c'est cool, là, un petit peu rester, être à la maison, se reposer. Derrière les Clippers, il y a les Blazers, donc pareil, ça, normalement, ça doit partir facilement. Et puis, bah, moi, j'ai très, très, très hâte le match de Noël le 25 à 20h30 en France face aux Wolves en prime time pour nous côté côté Atlantique. Donc ça c'est super cool. J'ai très hâte et il y a vraiment moyen de finir ce mois de décembre en apothéose et pourquoi pas d'aller titiller le Thunder en finissant deuxième à la fin de l'année 2024. ça va être cool de les revoir à la maison. Une belle opportunité de Mm. revoir un peu des matchs à la maison. Là, ça fait quand même quelques temps qu'il n'y a pas eu Ouais. des matchs. Donc ça va être cette perspective, moi, me réjouit. Mm. Et juste un dernier mot, on n'a pas pris toutes les questions. Je sais qu'il y a une question, notamment sur Darius Jones Jr., qu'on n'a pas prise. Eh bien, écoute, Ah on oui, la prendra mince. dans la prochaine session. Alors, on ne pouvait pas tout faire. Ah oui, désolé, Désolé, je l'ai mais oublié celle-là. Ouais. ouais, bon, on la prendra dans la prochaine Ça session, c'est fait pas grave. déjà, ça fait déjà 1 heure les amis, donc désolé pour les questions qu'on n'a pas pris, mais sinon on va, On on va en pas parlera mettre une note. après les matchs des Clippers. Ça tombera bien. Voilà.
Allez, je vous remercie pour la super émission. Et puis, et c'est la 20e, c'est le 20e podcast de Adumas. Donc, on fête nos 20 émissions. Et puis, Magnifique. à la prochaine, les gars. Ouais. Salut tout le monde. Salut.